Amis passionnés du roman historique, bonjour, nouvel épisode. Donc je vais commencer par la promotion de mon livre en premier, parce que je fais souvent à la fin, ou j'oublie. Donc je vais commencer par ça. Donc je vous rappelle que j'ai écrit une saga en 8 tomes, c'est beaucoup hein, saga en 8 tomes. Le premier donc, est publié aux éditions Librinova. Hein, donc la saga entière s'appelle Le Sabre de Damas, parce que mon petit héros va aller jusqu'à Damas, et puis dans des tas d'endroits dans le monde. Et puis le premier tome s'appelle Dieu et le roi, hein, parce que c'est en milieu assez royaliste. Et puis ensuite c'est un personnage qui va évoluer, qui va faire des tas de choses. Je vais vous relire une nouvelle fois le résumé, quoi. Cornouailles, XVIIIe siècle, jeune paysan du plus profond de la Basse-Bretagne, Corentin Lahour, alors je le prononce à la bretonne, hein, mais c'est Corentin quoi, hein, en français, est fasciné par les contes et légendes de sa douce enfance. Quand il ne travaille pas à la ferme, ses pensées vont à une jolie aristocrate, Louise de Kerguelen, dont il est secrètement amoureux. Mais la paix qu'il a toujours connue prend brutalement fin. Une dispute entre un bourgeois et le père de Corentin les pousse, lui et sa famille, à l'exil. Ils pensent pouvoir prendre un nouveau départ sur l'île Saint-Nicolas, au Glénan, mais un terrible drame bouleverse leur vie. Pour se reconstruire, pas d'autre choix. Corentin et son père doivent à nouveau partir. De sombres événements les guettent alors, depuis le soulèvement de Fouesnant jusqu'à la terrible guerre de Vendée. C'est la Révolution. Hein. Nouvelle langue, nouveau prénom, nouvelle rencontre. Le jeune breton doit-il mettre de côté ses origines et son passé pour trouver sa place au sein d'une France en pleine mutation. Fiction historique captivante, émaillée de grands noms. Le premier tome du Sabre de Damas nous conte avec justesse et émotion le parcours d'un adolescent forgé par la tragédie et les révolutions. Voilà, donc ça coûte 3,49 € en numérique, hein, sur tous les supports, que ce soit Librinova, Amazon, la Fnac, Kobo, Google. Sur Google, vous pouvez le lire gratuitement, vous pouvez lire un cinquième du livre gratuitement. Ensuite, si vous voulez l'objet hein, en papier, vous pouvez aller voir votre libraire. Hein, maintenant, c'est possible. Et vous le commandez chez Librinova. Ou alors vous le commandez sur Internet, sur les mêmes supports hein, qu'en numérique. Et puis, il y en a certains d'entre eux donnent la gratuité pour l'expédition. Voilà, ça c'est une chose faite. Ensuite, j'ai une question sur qu'est-ce que c'est que cette musique au début et à la fin. Alors vous avez pu remarquer au début, il y a simplement la musique et à la fin il y a du chant. En fait c'est Gloire immortelle de nos aïeux hein, dans le Faust de Gounod, hein, et non pas la damnation de Faust de Berlioz. Hein. Donc c'est sur le mythe de Goethe, hein, Faust, hein, c'est le mythe de l'éternelle jeunesse. Hein, donc moi si vous voulez, c'est un opéra que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des belles musiques dedans, et puis cette musique est très entraînante. Donc je me suis dit c'est sympa de la mettre, elle tient en tête quoi. Alors dans le chant il y a marqué Gloire immortelle de nos aïeux, sois-nous fidèles, mourons comme eux, et sous ton aile, soldats vainqueurs, dirige nos pas, enflamme nos cœurs, vers nos foyers, hâtons le pas, on nous attend, la paix est faite, plus de soupirs, ne tardons pas. Voilà, bon, c'est un épisode guerrier dans le Faust, mais le thème de Faust, c'est pas du tout la guerre, hein, c'est l'éternelle jeunesse. Hein, il vend son âme au diable pour être éternellement jeune et trouver l'amour. Donc c'est un mythe bien mis en scène par Gounod, et j'aime beaucoup cet opéra. C'est pour ça que je l'ai mis en thème donc, de l'émission. Aujourd'hui, le thème c'est le Moyen-Âge, hein, donc c'est nouveau ça, et j'ai pris donc, pour illustrer ce thème d'abord un romancier très connu hein, aujourd'hui, qui fait beaucoup de romans, hein, c'est Jean Daillon, donc on reviendra tout à l'heure. Il a écrit beaucoup de livres, et notamment une série, hein, donc c'est Guilhem Dussel. Donc je ne sais pas, il y en a 12 au moins, on les comptera tout à l'heure. Et puis pour illustrer ça, j'ai pris plusieurs ouvrages, et puis donc on va surtout s'attacher à celui-ci, l'Occident au Moyen-Âge. Hein, l'Occident au Moyen-Âge, ça c'est de
Joël Chandel, l'Occident au Moyen-Âge, c'est aux éditions de Belin, hein, donc ça se trouve en librairie, hein, sur internet aussi, hein, bien sûr. Voilà, donc je le remets là, et puis pour illustrer tout ça, je vais vous chanter une petite chanson. Donc, la guitare, les lunettes, parce que je ne connais pas par cœur la chanson. Alors, c'est une chanson de Georges Brassens, hein, parce que c'est essentiellement ce que je sais chanter, et puis j'aime bien Georges Brassens. Voilà. Alors, c'est... Le sol reproche au demeurant qu'aient pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos. Je suis né, même pas bâtard, avec 5 siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. Ah, que n'ai-je vécu, bon sang, entre 14 et 1500. J'aurais trouvé mes copains au trou de la paume de pin. Tous les mots parleurs de jargon, tous les promis de mon faucon, les plus illustres seigneuries du royaume de Truanderie. Après une franche revue, j'eusse aimé toute honte vue, aller courir le cotillon sur les pas de François Villon, troussant la gueuse et la forçant au cimetière des innocents. Mes amours de ce siècle-ci n'en est aucune jalousie. J'eusse aimé le corps féminin des nonnettes et des nonins qui, dans ces temps bénis, ne disaient pas toujours nenni, qui faisaient le murmure du couvent, qui Dieu leur pardonne souvent. Comptez les baisers s'il vous plaît, avec des grains de chapelet. Ces petites sœurs trouvant qu'à leur goût 4 évangiles c'est pas beaucoup, sacrifiaient à un de plus l'évangile selon Vénus, témoin l'abbesse de Pourra, qui fut et restera la plus glorieuse putain de moine du quartier latin. À la fin, les anges du guet m'auraient conduit sur le gibet. Je serais mort, jambes en l'air, sous la gomme patibulaire, en arrosant la mandragore, l'air au pendu qui revigore, en bénissant avec les pieds les ribaudes apitoyées. Hélas, tout ça, c'est des chansons. Il faut se faire une raison. Les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier
des innocents. Le coup de la paume de pain n'est plus qu'un bar américain. Y a quelque chose de pourri au royaume de truanderie. Je mourrai pas à Montfaucon, mais dans un lit comme un vrai con. Je mourrai même pas panda, avec 5 siècles de retard. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François, que j'emporte avec les dents un flocon des neiges d'antan. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. Voilà, donc c'était le moyenâgeux. Donc c'était pour illustrer cet épisode hein, sur le Moyen-Âge et donc les livres de Jean Daillon. Hein. Donc je vais passer aux livres d'histoire. Alors j'en ai pris plusieurs. Hein. Il y a pour connaître, pour faire des romans historiques sur le Moyen-Âge, c'est intéressant de connaître Georges Duby. Hein. Donc voilà, je ne sais plus quelle édition c'est, hein, mais bon, ça se trouve en librairie, ça se trouve partout. Hein. Georges Duby, Féodalité. Hein. Georges Duby de l'Académie française, enfin, il était. Il y a donc un livre d'histoire qui est très 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 intéressant, hein, c'est de Le Roi Ladurie, c'était publié il y a assez longtemps, il faut que je prenne mes lunettes hein, de près. Donc je ne sais plus quelle date ça a été édité, c'était au XXe siècle hein, ça, hein. C'était publié chez Gallimard en 1975. Alors ça c'est l'ethnologie d'un village dans les Pyrénées au Moyen-Âge. C'est excessivement intéressant. Hein. C'est Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Emmanuel le Roi Ladurie, chez Gallimard. Là, ensuite, c'est un des exemples, parce qu'il y en a plein de livres sur le Moyen-Âge, naturellement. Hein. Jean Favier, ça aussi j'aime beaucoup. Hein. C'est le bourgeois de Paris au Moyen-Âge. Donc ça nous parle de Paris. Justement, dans Jean Daillon, on va souvent à Paris, donc pour connaître Paris, c'est intéressant de lire ce genre de livre. Alors ça, c'est une édition club, mais c'est Jean Favier, le bourgeois de Paris au Moyen-Âge. Un ouvrage très très intéressant aussi. Bon, c'est des exemples. Hein. Ensuite, donc j'ai pris des notes. Attendez, il faut que je vois mes notes. Voilà, j'ai pris des notes. Donc l'Occident médiéval. C'est celui-ci, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Jean Chandelier, hein, Joël Chandelier, pardon, Occident médiéval, c'est chez Belin, voilà. Et donc j'ai pris des notes pour la page 270, 270, la formation du système seigneurial, hein, voilà. Alors, oui, on est au Moyen-Âge, donc c'est en plein système féodal, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Après les royautés et les principautés, il faut s'interroger sur l'échelon inférieur, qui nous intéresse beaucoup plus dans ce genre de livre, hein, parce que c'est les aventures au début d'un petit gars de la base sociale, quoi, qui va s'élever petit à petit dans les échelons, il va devenir écuyer, chevalier, etc. Et donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Après les royautés et les principautés, il faut s'interroger sur l'échelon inférieur, celui que les historiens appellent la seigneurie, c'est-à-dire le niveau le plus local de l'exercice du pouvoir qui se met en place à l'époque. La question de l'origine de la seigneurie est très disputée et, une fois de plus, le vocabulaire est trompeur. Les textes de l'époque ne parlent que de dominium, la domination, ou de potestas, pouvoir,
alors que la grande question des historiens est celle du passage du grand domaine à la seigneurie. Or, l'opposition de deux termes différents tend à accentuer l'impression de rupture. Alors qu'on observe dans le détail une évolution sans mutation brutale ou disparition de l'ancien système. Comme l'indiquent finalement bien les termes employés à l'époque, la seigneurie est avant tout une domination, un pouvoir, et elle est donc mouvante et floue comme tout pouvoir. La seigneurie naît de l'accumulation de droits d'origine variés. Les redevances d'origine foncière, comme le sens dû par les tenanciers, l'ensemble de droits publics, comme les amendes de justice, les taxes liées à la protection ou celles sur le marché, le droit de gîte et parfois des corvées comme celles liées à l'entretien de la forteresse. Pour faciliter la compréhension, les historiens, notamment français, ont l'habitude de distinguer les droits d'origine foncière qui sont liés à la possession de la terre, de ceux-ci de la maîtrise du pouvoir public, c'est-à-dire du ban, ce qui fait qu'ils parlent volontiers de seigneurie foncière, de seigneurie banale. Si cette distinction est commode, d'un point de vue pédagogique, elle ne correspond pas à une réalité conçue comme telle par les hommes du temps. Au contraire, c'est précisément la confusion grandissante des deux types de sources de revenus, car fondamentalement tous ces droits correspondent à des revenus pour les seigneurs laïcs comme ecclésiastiques et qui fondent la seigneurie. Celle-ci est donc, pour le dire simplement, un système de domination mêlant des droits, appelés le plus souvent coutumes, sur les hommes et sur la terre, dans un espace déterminé. Voilà, donc ça donne bien les limites. Ensuite, page 284, c'est un élément important, c'est l'Église, hein, la réforme de l'Église à ce moment-là, au XIIe siècle, parce que le roman c'est au XIIe siècle, page 284. 284. 284. Voilà. Alors, un renversement conceptuel. Ce qui a été et est toujours longtemps négligé dans l'Église par la faute des péchés ou corrompu par une néfaste coutume, nous, pour l'honneur de Dieu et le salut de toute la chrétienté, nous désirons le rénover et le restaurer. Pour Grégoire VII, 1073-1085, qui s'exprime ici, l'Église est malade. Il faut la soigner, la reconstruire. Voilà comment les promoteurs de la réforme grégorienne présentent leur mission et justifient leur action. Méfions-nous pourtant du terme aujourd'hui fort galvaudé de réforme. S'il commence à être ponctuellement énoncé par ceux qui, au XIe siècle, veulent modifier le fonctionnement de l'Église, il est moins souvent utilisé que ceux de la rénovation ou de la restauration. Il a pour eux un sens précis. La reformatio ecclésiae, la réforme de l'Église, c'est le retour à un ordre originel, celui inspiré par l'époque des apôtres et supposément perverti par le passage du temps. On a vu qu'un tel objectif était déjà celui des carolingiens et de leurs successeurs, et l'idée de réforme est presque substantielle à l'Église médiévale. La question à se poser n'est donc pas de savoir si l'Église reconfigurée à partir du XIe siècle est meilleure, plus efficace ou plus fidèle à ses origines que celle qui précède. Ce qui importe, c'est de comprendre ce qui a motivé à cette époque précise les changements, la matière dont les contemporains les ont justifiés et leur effet sur l'ensemble de l'Ecclésia. Car la réforme et la rénovation de l'Église sont aussi les objectifs des adversaires les plus acharnés des réformateurs grégoriens. Simplement, leur conception du but à atteindre et surtout des moyens à employer diffèrent radicalement. L'histoire de l'évolution de l'Église entre le milieu du XIe et les années 1120 n'est pas celle d'une réforme décidée d'en haut et appliquée malgré des résistances passéistes. L'homme passéiste d'un homme de mauvaise foi. C'est la lutte entre deux conceptions de l'Église et de sa place dans la société, toutes deux aussi légitimes l'une que l'autre. Par chance, l'un des premiers effets des crises de la période est la production de textes à caractère parfois polémique, parfois programmatiques, qui nous permettent de bien connaître les positions des uns et des autres. Certains sont très célèbres au point que leur valeur a été surévaluée. Ainsi, des Dictatus Papa, série de 27 propositions sans nuance ni explication, retrouvées parmi les lettres conservées de Grégoire VII,
est probablement rédigé en 1075. On y trouve des affirmations extrêmement fortes qui ont longtemps résumé pour les historiens l'ensemble du programme grégorien. Quelques exemples suffisent à en mesurer la teneur. Seul le pontife romain peut disposer ou absoudre les évêques. Tous les princes baisent les pieds du seul pape. Il est permis de déposer les empereurs. Aucun concile ne peut être appelé général sans son ordre. Aucun texte canonique n'existe en dehors de son autorité. Il ne doit être jugé par personne. L'Église romaine n'a jamais erré, et selon le témoignage de l'Écriture, n'errera jamais. Le pape peut délier les sujets du serment de fidélité fait aux injustes. Voilà, donc ça c'est un siècle avant le roman, mais c'est sous cette chape spirituelle que vivra donc Guilhem d'Ussel. Voilà. Ensuite, donc là on était à la page 284, on passe à la page 287, médaillon tiré de la Bible. C'est surtout pour faire voir les belles illustrations, très belles illustrations de son livre. Alors il y en a plein, hein. C'est une série de livres sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc., dans lequel il y a des illustrations magnifiques, hein, la cathédrale d'Amiens, là, enfin il y en a plein. Vous voyez, c'est très très beau. Voilà, c'est vraiment des très beaux ouvrages. Alors, médaillon tiré de la Bible moralisée de Tolède, dite de Saint-Louis, présentant les vices du clergé. Cette illustration est tirée d'une Bible moralisée, un genre apparu au début du XIIIe siècle, donc c'est un peu plus tard que les romans là, et qui présente une adaptation de la Bible avec illustration à destination des laïcs. L'exemplaire conservé au chapitre de Tolède est appelé Bible de Saint-Louis, achevé en 1234. Il fut donné par le roi de France à sa fille comme dot lors de son mariage avec le fils du roi de Castille en 1265. Donc c'est 50 ans après les dates qu'on a ici dans ce roman. On y trouve de nombreuses images décrivant et dénonçant les vices du clergé. Ici, un évêque surpris au lit avec une femme est dénoncé par le déclerc, facsimilé du manuscrit de Tolède, etc. Voilà. Donc ensuite, page 343, les chevaliers. Alors, ce sera un chevalier, justement, Guilhem d'Ussel, page 343. 343. Alors, les professionnels de la guerre, les chevaliers. La naissance de la noblesse héréditaire comme ordre n'est pas l'unique évolution du groupe des dominants. L'un des grands phénomènes de la période allant du milieu du XIe au XIIIe siècle est l'intégration progressive des combattants à cheval à la noblesse. Cette assimilation se déploie à deux niveaux. En premier lieu, parce que le groupe des guerriers servant les aristocrates est de plus en plus assimilé à celle-ci. En second lieu, parce que les valeurs de cette chevalerie, principalement celles liées au mode de vie guerrier, deviennent de celles de toute la classe. L'idée d'une équivalence entre chevalier et noble finit par être considérée comme normale au XIIIe siècle. On a vu que Philippe de Beaumanoir la considère comme acquise, et on le trouve dans de nombreux textes juridiques de l'époque. La question de savoir comment on est arrivé à ce résultat, selon quelle modalité, pour quelle cause et quel rythme. Deux manières de répondre à cette question, très débattue, s'offrent à nous. La première considère que s'opère entre le XIe et le début du XIIIe siècle une véritable fusion des deux classes marquée par une unification juridique et de partage de valeurs communes. La seconde récuse l'idée même que l'on ait affaire à des classes bien déterminées au début du mouvement. Selon cette approche, les termes de mille et de nobilis n'ont jamais réellement désigné de groupes séparés. Il y a toujours eu au sein de l'élite une énorme hiérarchisation entre les aristocrates et les guerriers qui les servent, qui font pourtant partie du même groupe social. Sans entrer dans ce débat complexe, il est possible
d'insister sur deux éléments essentiels. Le premier concerne l'adoubement, rituel d'entrée dans la chevalerie. Il correspond au départ à une simple remise d'armes dès l'époque carolingienne. Le premier adoubement, dont on a la description complète, est celui d'un grand noble, le fils du comte d'Anjou, Geoffroy Plantagenet, en 1128, rapporté par Jean de Marmontier, vers 1180. Il ne s'agit pas là d'une totale innovation, puisque ce type de cérémonie correspond à l'entrée dans la militia, c'est tel qu'on l'entend depuis la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire le service public. Remettre les armes n'a jamais été un acte neutre, il s'agit d'un rituel qui confère à son acteur un pouvoir symbolisé par l'épée. Toutefois, on observe un accroissement du nombre de simples chevaliers qui se font également remettre les armes. D'abord, d'une manière sobre, puis de plus en plus ritualisée et juridique. La cérémonie consiste notamment en la remise de l'équipement militaire proprement dit, avec l'épée, le baudrier, les éperons. Ensuite, au moins à partir du XIIe siècle, de la collée, un coup porté par celui qui remet les armes. Le fait d'être adoubé procure au chevalier une valeur supérieure qui le distingue du reste de la population. Les usages de Barcelone affirment que tout fils de chevalier ne sera pas adoubé avant l'âge de 30 ans, redeviendra un rusticus, un paysan, signe précisément que la chevalerie est désormais bien séparée du groupe des rustres et que l'adoubement n'est plus seulement fonctionnel, mais joue aussi un rôle structurel dans la définition des groupes sociaux. Voilà, donc ça définit bien nos amis chevaliers. Donc page 447, la pratique du combat. La pratique du combat qui fait le cœur de la chevalerie se double à partir du XIIe siècle d'une véritable culture chevaleresque s'exprimant dans la fréquentation du tournoi qui apparaissent en France vers le milieu du XIe siècle. Donc là on est en plein dedans dans ce roman. Loin des représentations communes qui correspondent à des formes tardives, ceux-ci sont alors de véritables batailles rangées entre combattants avec des armes émoussées, dont le but est tout à la fois de s'entraîner à la guerre et d'acquérir fortune et renommée. L'objectif y est de capturer les adversaires pour les rançonner, et certains chevaliers se font une spécialité de cet exercice, au point d'y accumuler des sommes importantes. Guillaume le Maréchal, 1146-1219, le meilleur chevalier du monde, se fait connaître en passant une bonne partie de sa jeunesse à fréquenter avec une bande de chevaliers des tournois du nord de la France, qui ont à l'époque lieu jusqu'à une fois tous les 15 jours. Certains tournois sont particulièrement spectaculaires. En 1179, à l'occasion du tournoi de Philippe Auguste, une grande rencontre regroupant 14 ducs et comtes est organisée à Lagny. Originaire de la France du Nord, la mode des tournois se diffuse rapidement dans une grande partie de l'Europe, à mesure que la culture chevaleresque s'y répand. On en relève en Angleterre, Italie et Allemagne dès la seconde moitié du XIIe siècle et au suivant en Europe centrale. Voilà, donc il est décrit dans ces romans, plusieurs tournois avec beaucoup de détails et tout, c'est très bien fait. Voilà, donc ensuite, le cerf, on va parler des cerfs, 360. Alors les cerfs paysans, la frange dominée des dominés. Dans ce cadre, le groupe qui symbolise par excellence la domination seigneuriale est celui du cerf. La question du servage est emblématique des débats sur la domination sociale au Moyen-Âge, entraînant de nombreuses discussions sur sa portée, son étendue, sa dureté ou sa fonction. Son abolition fut dès l'époque des Lumières considérée comme un totem de la modernité sociale, un moment où il devenait résiduel dans les pays d'Europe occidentale. Reste qu'au-delà des caricatures, définir le servage se révèle des plus délicats. La principale difficulté vient de la terminologie. Serf correspond au latin servus, qui signifie esclave,
Mais le serf n'est pas un esclave, du moins au sens que l'on donnait à ce terme dans l'Antiquité, bien qu'il y ait une parfaite continuité dans l'emploi des termes pour décrire une forme de domination. Celle-ci a lentement changé au cours du Moyen-Âge. De nombreux indices remontant au moins à la fin de l'époque carolingienne sont là pour le prouver. L'un des principaux est l'apparition d'un nouveau mot, sclavus, qui, pour désigner l'authentique esclave dans la plupart des langues européennes. Schiavo en italien, slave en anglais, esclavo en espagnol, sclave en allemand. Ce terme désigne, lorsqu'il apparaît au Xe siècle, les esclaves slaves radiés en Europe centrale et transportés à travers l'Occident pour être vendus dans le monde musulman, essentiellement en Espagne. Or, l'utilisation d'un nouveau terme montre bien que cette réalité d'esclaves de traite ne correspond plus à ce que les habitants d'Europe désignent sous le terme de servus, car le serf possède, à minima, un certain nombre de droits qui n'étaient pas assurés dans la législation romaine, le droit de se marier, le droit d'être propriétaire et donc de transmettre un patrimoine à sa descendance, le droit de ne pas être soumis à un arbitraire absolu de la part du maître. Alors ensuite on a l'esclave justement, le Christ libérant deux esclaves, 1210, c'est une mosaïque de Rome, de la chapelle San Tommaso in Formi. Voilà. C'est joli en plus. Cette mosaïque exceptionnelle, réalisée en 1210 à la chapelle San Tommaso in Formis de Rome, représente deux esclaves, l'un blanc, l'autre noir, reconnaissables aux chaînes qu'ils portent aux pieds. Le Christ les réunit dans sa protection, symbolisant l'universalité du message chrétien. La mosaïque est insérée dans le complexe conventuel donné par le pape aux Trinitaires, un ordre fondé en 1198 et consacré à la libération des esclaves chrétiens aux mains des musulmans. Cette image est une rare représentation de l'esclavage au Moyen-Âge occidental. Contrairement à une idée reçue, l'esclavage n'a pas totalement disparu en Europe. Il reste présent dans le cadre domestique, artisanal ou rural. Néanmoins, il n'est plus fondamental pour l'économie et sa réalité est très diverse selon les périodes et les lieux. De manière générale, on peut dire que l'esclavage a été supplanté, mais pas totalement remplacé par des formes de domination mixte, comme le servage. La communauté rurale, page 364. C'est pas loin, voilà. La communauté rurale et le territoire. Considérer les paysans comme une masse passive, soumise à une domination oppressive, seulement capable de quelques ponctuelles révoltes, bien vite réprimées, serait se méprendre sur la dynamique de ce groupe social. Au contraire, les travailleurs de la terre apparaissent de plus en plus comme des acteurs à part entière de la transformation non seulement de la société, mais aussi de leur environnement. Le résultat le plus remarquable de cette action est la création des villages. Celle-ci a lieu entre le XIe et le XIIIe siècle et a profondément modifié le fonctionnement de la société rurale. D'abord, le point de vue du paysage. Désormais, non seulement la zone habitée est nettement distincte de la zone cultivée, parfois par une enceinte villageoise, parfois par des marqueurs comme des haies ou des fossés, mais c'est tout le terroir qui est organisé et occupé. Les chemins entretenus par les communautés, certains lieux comme des croix de carrefour ou des pierres dessinent un espace connu, anthropisé, qui donne un cadre territorial à la communauté sociale formée par le village. Cette structuration ne signifie pas une complète fermeture sur soi, car les mariages se font souvent entre résidents de lieux différents et tout un réseau d'échanges existe au sein d'un territoire réduit. Mais cette territorialisation, pendant la territorialisation des pouvoirs à la même époque, contribue à faire naître des solidarités sociales qui transparaissent dans les textes. On voit ainsi apparaître au XIIIe siècle en France comme en Italie des sociétés de labour et de charrue dont le but est de mettre en commun des moyens de production. Ici, les chevaux ou les bœufs.
pour faciliter l'exploitation agricole. De cette organisation n'apparaissent que rarement dans les sources car elles ne sont pas toujours formalisées et surtout ne sont pas nécessairement faites sous l'autorité du Seigneur. Quand elles le sont, elles peuvent prendre une ampleur importante. En Angleterre, au XIIIe siècle, sont organisés des sols, c'est-à-dire des espaces communs pour l'exploitation agricole, par des accords entre les seigneurs et les communautés donnant lieu à la rédaction de règles communes. Les by-laws considérés à partir de la fin du XIIIe siècle et la désignation de prud'hommes chargés de surveiller les mises en application. Voilà, ça c'est l'organisation de la communauté rurale. Alors, page 380, l'augmentation du nombre des hommes. Page 380. L'augmentation du nombre des hommes. La question de la démographie médiévale est paradoxale. D'un côté, les historiens s'accordent pour reconnaître l'existence d'une forte augmentation du nombre des hommes entre l'an 1000, voire avant, et les alentours de 1300. Dans le même temps, tous déplorent l'absence de données permettant d'évaluer avec certitude l'ampleur du phénomène, puisqu'on ne possède pratiquement aucun recensement général entre le XIe et le XIIIe siècle. Quelques documents ponctuels et exceptionnels, comme le Domesday Book anglais de 1086, les états des feux partiels ou généraux établis en France à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, des recensements réalisés dans les villes italiennes au XIIIe siècle, des résultats d'enquêtes archéologiques dans les nécropoles médiévales, diverses mentions incidentes dans les sources. Voilà à peu près tout ce qu'on peut fournir des informations quantitatives. Les chiffres avancés sont sujets à caution et s'ils confirment une tendance, ils ne peuvent être pris au pied de la lettre. Mieux vaut donc se limiter à des ordres de grandeur, même très approximatifs. Ils fournissent une idée assez claire de ce qu'a été la croissance démographique dans les années centraux du Moyen-Âge. Vers l'an 1000, l'ensemble de l'Europe occidentale devait compter environ 25 millions d'habitants, sur l'ensemble de l'Europe occidentale. En 1300, pour le même espace, on évalue la population entre 55 à 60 millions d'habitants. Dans l'ensemble, cette croissance correspond à plus du doublement de la population globale. Tendance qui se retrouve dans l'ensemble de l'Europe. La France actuelle passerait de 6 à 15-18 millions d'habitants. L'Angleterre de 1,5 à 4 millions. L'Italie de 5 à 9 millions 5. La Hongrie de 1 à 2 millions. De tels chiffres sont impressionnants, mais doivent être rapportés à la longue durée à laquelle ils correspondent. En moyenne, ils signifient une croissance annuelle de l'ordre de 0,4 à 0,9%, un chiffre qui correspond à la fourchette basse de la croissance naturelle observée pendant le baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est remarquable, plus que de ce taux, et donc à la durée au cours de laquelle le phénomène se maintient, qui est, elle, exceptionnelle. En l'absence d'apport extérieur, une croissance aussi longue et régulière s'explique non par de grandes migrations de population, mais plutôt par un lent accroissement naturel. Celui-ci n'est que rarement ralenti par des crises frumentaires ou des dévastations liées aux guerres, événements qui se produisent à intervalles réguliers mais ne remettent jamais en cause le mouvement. Cette réalité contredit l'image d'un monde médiéval perpétuellement violent et dangereux. La raison en est simple. L'intensification de la production dans le cadre agricole et la multiplication des échanges au niveau local, encouragés et organisés par les pouvoirs. On favorise une meilleure circulation des denrées et une meilleure alimentation, qui se confirme dans les analyses des squelettes. La croissance commence dans beaucoup de territoires avant l'an 1000, parfois dès le IXe siècle, même si une accélération se produit au cours du Xe siècle, pour aboutir à un rythme de croisière durant les 3 siècles suivants. Elle connaît aussi une intensité variée, particulièrement dynamique en Angleterre, en France ou en Italie. Elle est en apparence moins en Espagne. Les densités de population sont elles aussi très diverses selon les régions. Si certains espaces particulièrement denses comptent à la fin de la période plus de 70 habitants au kilomètre carré, comme la Toscane ou la Lombardie, le taux de la France s'établit aux alentours de 20, celui de l'Angleterre à une grosse douzaine, celui de l'Allemagne à 10, tandis qu'il n'est que de 5 à 8 en Scandinavie
et Europe centrale. S'il y a partout plus d'habitants, il s'en faut donc beaucoup que l'ensemble des espaces soient uniformément occupés par les hommes. En particulier, il faut noter que cette population est avant tout rurale. Malgré la croissance des villes, les urbains ne représentent à la fin de la période qu'environ 10% de la population globale, avec des pointes à 25% dans certains espaces très urbanisés comme la Flandre ou l'Italie du Nord, mais avec aussi des chiffres plus faibles pour des territoires comme la Scandinavie, où les villes sont peu nombreuses et peu populeuses. Voilà, enfin tout ça, ce sera remis en cause par la Grande Peste Noire, hein. C'est-à-dire que la Grande Peste Noire, c'est entre 1347 et 1352, alors c'est pas du tout à la même période de ce roman. Il faut savoir que là, il y aura 40% de pertes humaines, hein, en gros, quoi. C'est pas exactement, mais c'était certainement de cette ampleur, c'est colossal, quoi. Voilà. Ah, il y a vraiment des belles images, hein, sur ce livre, vous voyez. C'est un très très beau livre. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, tac. Alors, oui. Donc, j'ai pris aussi des revues. Alors, dans les revues, il y avait donc les revues mars 2015, mars 2015. Donc ça c'est la page mars 2015, page 44. Page 44. Oui, il jubile. Alors c'est pour illustrer l'art à l'époque, hein, parce qu'il y avait de la musique, des chants. Donc c'est très décrit dans les romans de Jean Galion, hein, ça. Il jubile. La musique, le chant, la danse emportent toutes les classes sociales. Chants d'église, danse savante des châteaux, caroles populaires des paysans. Toute la société médiévale se joue elle-même. Moines et clercs s'abandonnent aux vocalises du chant grégorien. Seigneurs aux modulations profanes. Krongspiegelrein des jongleurs et Milnesberger, paysans aux onomatopées de Charivari. À cette joie médiévale, Saint-Augustin encore a donné une définition, c'est la jubilation. Cri de la joie sans parole. Alors, par-delà les calamités, les violences, les dangers, les hommes du Moyen-Âge trouvent oubli, sécurité, abandon dans cette musique qui enveloppe cette culture. Ils jubilent. C'est Jacques Le Goff qui nous dit ça dans La civilisation de l'Occident médiéval. C'est un grand médiéviste, hein, Jacques Le Goff. Et puis, donc ça c'était un journal, l'histoire, donc le rire, pleurer, haïr au Moyen-Âge. Donc c'est également un journal très intéressant là-dessus. Dedans, on voit également une émission d'apostrophe avec Pivot, hein, ça c'est en 79, où on voit Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, Georges Duby, donc c'est l'âge d'or des médiévistes au XXe siècle. On les voit dans cette émission-là. Hein. Voilà, donc regardez sur YouTube, hein, l'IS, cette émission elle est excessivement intéressante. Si vous vous intéressez au Moyen-Âge, il faut absolument la voir. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez, je vous ai pris donc l'histoire avril 2015. Avril 2015, c'est pour celui-là. Ça va être celui-là. Alors c'était un numéro spécial sur l'âge d'or des abbayes, hein, parce qu'on va voir donc Guilhem Dussel aller dans les abbayes. Donc il faut s'informer là-dessus. Page 37. Page 37. Alors l'ordre clunisien, un réseau européen. Toute carte des monastères clunisiens est fondée sur des reconstitutions plus ou moins fiables. Mais on sait qu'à la fin du XIe siècle, plusieurs centaines d'abbayes, de prieurés ou de sous-prieurés rattachés à Cluny couvraient la France actuelle, et dans une moindre mesure le nord de l'Italie, le nord de l'Espagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La densité de ces dépendances est inégale, contrairement à celle de Cîteaux. Tous ces monastères sont liés par les mêmes coutumes et à partir du XIIIe siècle par des structures administratives et de contrôle qui forment l'ordre clunisien. Donc on voit ici la carte, hein. Voilà, on voit
pareil, c'est un numéro spécial. Ça se trouve sur Internet, hein, c'est vendu sur Internet sans problème. Hein. Voilà, ensuite, après Cluny, je vous ai trouvé un numéro sur la nourriture. Voilà, c'était un spécial Moyen-Âge également. Hein, c'était quand, je ne sais plus, c'est octobre 2016. Donc ça c'est page 48. Page 48. Voilà, ce que mange un noble au XVe siècle. Bon, ça n'a pas dû beaucoup changer hein, entre le XVe siècle et le XIIIe, le XIIe. Ce graphique montre les produits consommés en un an par Guillaume le Murol, un petit noble auvergnat au début du XVe siècle, d'après ses propres comptes. Plusieurs traits sont caractéristiques de l'alimentation des élites variété des produits, surabondance de certains. La consommation de viande doit être reportée sur le nombre de jours gras dans l'année. On obtient alors environ 600 grammes par jour, accompagné de plus de 1 kg de pain. Ce pain n'était cependant pas toujours mangé, mais servait de couvert, ou était donné aux pauvres ou aux domestiques, comme la contribution de nourriture établie. Aussi la domination sociale. Les tables des aristocrates sont toujours surchargées. Voilà, donc on voit la grande masse du pain par rapport aux poissons ou autre chose, et puis une part notable chez les nobles de la viande. Voilà, on voit le camembert là. Voilà. Voilà. Ensuite, un dernier ouvrage, la première fois c'est pas l'histoire, c'est Science et Avenir. Donc dans Science et Avenir, donc d'août 96, au XXe siècle, page 29. Page 29. Donc là, c'est un interview de Georges Duby, un grand médiéviste. Hein. Donc le journaliste lui dit: vous avez évoqué dans vos écrits le temps des cathédrales. C'est un livre magnifique aussi, le temps des cathédrales de Georges Duby. Il aurait donc été précédé par un temps des monastères. Enfin, il répond: certainement, la création artistique éclot essentiellement autour du pouvoir. Et le pouvoir s'est placé entre l'an 1000 et le XIVe siècle ainsi. Ainsi, au XIe siècle, il apparaît surtout au monastère, là où se trouvent les plus célèbres des reliques. Ces parcelles du sacré se multiplient alors et font l'objet de toutes sortes de transactions. La religion, encore primitive, leur accorde une puissance considérable. Dès qu'un danger menace, on les promène en procession. Vers elles affluent toutes les offrandes. Les grandes créations de cette époque sont Cluny, Vézelay, les églises monastiques dans lesquelles apparaît la sculpture monumentale, une véritable révolution. Longtemps, en effet, le christianisme a craint la sculpture figurative assimilée au culte des idoles païennes. Au XIe siècle, il est sûr de lui. Il ne craint plus le paganisme et reprend les formules antiques pour la décoration des monuments. La Renaissance du XIe siècle est un retour à l'Antiquité. Au XIIe siècle, le véritable pouvoir passe au clergé, c'est-à-dire à la partie de l'Église qui est installée dans les villes en pleine croissance. Le monument exemplaire du XIIIe siècle, c'est la cathédrale, c'est-à-dire l'église placée au cœur de la cité, où siège l'évêque et autour de laquelle se trouvent les écoles et les clercs viennent approfondir la théorie. Oh, voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est à lire, hein. Ça se trouve aussi sur Internet. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour là. Voilà, donc on va attaquer donc, ces beaux romans là. Alors, j'en ai certains en format, grand format, hein. Donc ça fait des 500 pages, hein. C'est des romans intéressants, où il se passe plein de choses, c'est très imaginatif. Moi j'aime beaucoup, hein. Je suis assez fan de Jean Daillon, et tout particulièrement de la saga Guillaume Doucet. Voilà, donc celui-là il était édité chez Plon, mais c'est un des derniers. Le dernier, je crois, c'était Cordoue. Voilà. Cordoue, voilà. Là, c'est Lafon, Robert Laffont, donc il change souvent. Voilà. Voilà, donc on va regarder combien il y a de tomes. Donc, personnage.
Bah, c'est pas décrit là. Attendez. Qu'est-ce qu'il met là? Enfin, il écrit beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a des enquêtes policières, il y a tas de choses, mais enfin, il y a surtout. Enfin, moi, ce que je préfère, hein, chez lui, c'est les aventures de Guillaume du Sel. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, il y en a une 10 ou 12. Hein, voilà. Donc, je vais donc. Commencer par un, c'est Férir ou périr. Ah non, c'est de taille et des stocks le premier. Hein. De taille et des stocks, c'est ça. Donc le premier de cette série, c'est de taille et des stocks. Alors, ça veut dire pas soit à l'épée, soit par la pointe, soit par le tranchant. C'est ce que ça veut dire, c'est se battre, quoi. Alors, Marseille, 1187. Antoine, orphelin de 13 ans, recherché pour meurtre, fuit la ville et se retrouve sur des routes infestées de bandits et de mercenaires. L'adolescent, qui a pris le nom de Guilhem, va, au hasard de rencontre, être initié à l'art des troubadours, comme à celui de la coutellerie, du lancer de couteau et du duel. Son chemin croise celui de Josserand-Doc et de Jeanne de Chandieu, qui, pour vivre de leur passion, ont quitté l'habit et les ordres. Ils sont accusés du vol de la Sainte Lance, inestimable relique, on en parlait tout à l'heure des reliques, rapportée de Terre Sainte par les croisés. Amour et honneur, quête de la vérité et vengeance, la grande saga du chevalier troubadour Guilhem du Sel peut commencer. Alors, l'auteur, hein, Jean Daillon, né en 1948, docteur d'État en sciences économiques, Grand Prix littéraire de Provence, vit à Aix-en-Provence et écrit des romans policiers sur fond d'histoire de France. Il est l'auteur de séries à succès telles que La guerre des trois Henri et les enquêtes de Louis Fronsac. Voilà, donc dans celui-ci, page 93, je vous ai trouvé un petit passage. Donc c'est un mercenaire, c'est la description d'un mercenaire. Donc Arnulf de Brancion est le dernier rejeton de Bernard de Brancion, seigneur d'un frontalleux, ne relevant que de Dieu et de son épée. Les Brancions descendaient d'une vieille race germanique, dont les terres et le château au donjon carré se situaient à 5 lieues de Cluny. Parfois brigands et pillards, toujours rudes et fiers de leur sang, ils avaient souvent eu des relations conflictuelles avec l'abbaye. Au moment de notre histoire, le seigneur de Brancion se nommait Josserand. C'était l'aîné de la famille. Son père, ayant eu 8 enfants, quelques-uns de ses cadets étaient devenus chanoines et les autres étaient partis quérir fortune et gloire en terre sainte, sous leur bannière d'azur, à 3 ondées d'or, portant haut leur fière devise, au plus fort de la mêlée. Arnulf, lui, s'était mis au service de Thibaut de Vermandois, le prieur de Crépy-en-Valois. Ce dernier, lui aussi de noble lignage, avait été envoyé en Sicile et à Constantinople pour servir les intérêts de Cluny. Comme il nécessitait une escorte, le prieur avait emmené avec lui quelques jeunes chevaliers coureurs d'aventure. Si Arnulf n'avait pas trouvé la fortune dans l'expédition, il avait acquis une solide connaissance du monde, du comportement des gens et de l'art de la guerre. En lice courtoise ou dans les vrais combats, il avait affronté à peu près tous les adversaires possibles, brigands, gueux, pirates, infidèles, chevaliers, devenant ainsi un guerrier hors du commun. Après un détour en Terre Sainte, comme ses frères, il était revenu en Bourgogne, où il avait loué son épée au plus offrant, généralement à des abbés ou des prieurs qui avaient besoin d'hommes tels que lui pour mettre fin aux querelles ne pouvant aboutir par la négociation. C'est qu'Arnulf n'était pas un de ces aventuriers de basse extraction, sans foi ni loi, comme il s'en trouvait tant dans le pays des routiers, des brabançons ou des cottereaux. Noble et chevalier, son loyalisme, son honnêteté et sa générosité en faisaient un mercenaire de confiance. Voilà la description, bien faite. Page 144, braconnage.
page 144. Il marchandait depuis 2 jours, pardon, excusez-moi, il marchait depuis 2 jours sur un sentier caillouteux, bordé de grands arbres, à flanc de colline, quand Guillem aperçut du mouvement dans un fourré. Intrigué, il s'approcha pour découvrir un lièvre se débattant dans un collet. Immédiatement, il déchargea de la meule pour attraper l'animal. Voilà notre repas, maître Simon, s'écria-t-il tout heureux. Simon avait posé sa hotte d'osier et ses 2 lourdes besaces, pas fâchées de cet arrêt impromptu, tant le poids de ses bagages lui pesait. Quand il entendit une cavalcade, il se retourna vers le chemin. 3 cavaliers approchaient au trot, coiffés de casques ronds sur un camail de mailles, revêtus d'un manteau sur lequel on distinguait leurs broignes annelées et leurs guêtres de mailles. Chacun tenait une lance à la hampe passée dans un fourreau court attaché à la selle. Alors surco et à la brandole d'une lance, Simon reconnut les gardes du commun de paix qui patrouillaient dans les campagnes pour protéger les voyageurs. Ayant craint un instant des Frodins, il fut rassuré. Les Frodins, c'est des bandits. Les cavaliers les entourèrent plutôt menaçants. « Qui êtes-vous, manant » interrogea un garde sèchement. « Simon le rémouleur et mon fils Guilhem, répondit l'aiguiseur. Nous venons de Rodez. » L'un des gardes eut alors le regard attiré par le lièvre qui tressautait. « Vil pourceau, vous avez posé un collet, accusa-t-il. « Nenni, protesta Guilhem. J'ai entendu du bruit et je l'ai découvert comme vous. »« Enfer et mort, vous êtes des braconniers, lança celui qui paraissait mener la troupe. Maigre et haut de taille, son front, à l'expression de sa bouche, révélait un caractère borné. « Non, seigneur, protesta Simon. D'ailleurs, comment aurions-nous eu le temps de poser un collet? Taisez-vous, insolent coquin. Le comte en a assez des rustres impudents qui pillent ses forêts. Il nous a ordonné de pendre tout court ceux que nous prenons en flagrant délit. » Il fit un signe et les menaces de ses compagnons s'abaissèrent sur les gorges de Simon et de Guilhem. Le garçon lança un regard terrorisé au rémouleur qui se jetait à genoux en suppliant. « Pitié, Seigneur, nous ne sommes que de pauvres rémouleurs, nous n'avons jamais posé ce collet, j'en fais serment devant la bienheureuse Vierge Marie. »« Laissez-nous, cria Guilhem, affolé. « Nous n'avons rien fait. » Alors je vais vous passer un morceau, je reprends un peu plus loin. Guilhem retrouva son sang-froid quand il comprit que tout était perdu. Mourir pour mourir, il ne partirait pas seul. Le garde qui pendait Simon s'était écarté pour regarder danser sa victime avec un plaisir féroce. Ils l'ont pendu, hein, le rémouleur. Le deuxième garde qui surveillait Guilhem avait détourné la tête à l'instant où retentissait le craquement des vertèbres. S'il n'avait pas été distrait, il aurait vu une lueur effrayante dans les yeux du jeune garçon de 14 ans. D'un seul mouvement, Guilhem attrapa l'extrémité de la lance de l'homme d'armes et la tira brusquement à lui. De son autre main, il planta un de ses couteaux qu'il venait de sortir de sa cuirasse dans le poitrail du cheval. Celui-ci hennit, se cabra sous la douleur, et le cavalier qui n'avait pas lâché la lance chuta de sa selle. Avec une rapidité stupéfiante, motivé par l'horreur qu'il vivait, Guilhem abandonna cet homme pour se précipiter sur le troisième sergent qui venait de se tourner vers lui, surpris par le hennissement du cheval. Ayant tiré le grand couteau qu'il portait dans le dos, le jeune garçon fut sur le chevalier en 2 bonds et lui abattit de toutes ses forces le tranchant de sa lame sur la jambe. L'autre, n'ayant pas eu le temps de l'empêcher d'utiliser sa lance pour le repousser. En frappant, Guilhem se souvint de cet homme qui avait fendu un mouton en 2. Le fer acéré et aiguisé coupa les mailles de métal de la guêtre, les muscles et même l'os. Le champ gicla comme jaillissant d'une source, mais Guilhem n'y prit garde. Il s'en prenait déjà au sergent qui avait pendu Simon. Celui-ci
avait hésité à lâcher la corde pour intervenir. Guilhem lui lança un autre couteau tiré de sa cuirasse. La lame se ficha dans l'œil gauche du garde, qui lâcha la corde, laissant retomber le rémouleur. Aussitôt, le garçon se retourna vers l'homme d'armes tombé de cheval. Ce dernier avait tiré son épée et fondait sur lui comme un sanglier furieux. À l'instant où il abattait sa lame pour le trancher, Guilhem para de son grand couteau et s'écarta. Un combat inégal s'engagea. Le garde était plus grand et plus fort que le jeune garçon. Son épée plus longue et plus lourde que le couteau. Guilhem ne pouvait que rompre et reculer. Pendant ce temps, l'homme à la jambe tranchée et celui à l'œil crevé hurlaient leur douleur et leur soif de vengeance. Toujours reculant, Guilhem sortit un troisième couteau de sa cuirasse. L'autre devina qu'il allait le recevoir et rompit à son tour. Le jeune Marseillais saisit alors sa chance. Se jetant au sol, il lança sa grande lame de toutes ses forces. Le couteau faucha les jambes du garde comme un hachoir tranchant un jarret. Voilà, c'est une scène de combat. Il y en a plein dans ce livre, donc un Jean Daillon. Alors, page 203, apprentissage. Alors, sans rien ajouter, alors ensuite il va se reconvertir chez les mercenaires, hein. C'était son destin. En retournant dans la cour du château, Guilhem ne savait que penser. Certes, il se sentait flatté d'avoir été distingué par Malvin, mais il se doutait aussi que cette attitude cachait quelques desseins secrets. Lequel? Son entraînement se poursuivit avec toutes sortes d'armes. À cheval, il apprit à manier la lance et l'écu contre d'autres chevaliers ou face à une quintaine. Le bras tournant à la quintaine sur un poteau avec d'un côté un bouclier et l'autre une masse. La fourque lui enseigna aussi le maniement de la fronde avec laquelle Guilhem devint fort adroit. Il portait désormais souvent sur lui le petit sac de pierres rondes et la corde à lancer. Il parvenait facilement à tuer un lièvre en pleine course. Avant de souper, il travaillait le latin avec le père Fréteval et après Pertucat Lebel lui enseignait à jouer du luth et de l'harpe. Ses premières semaines dans ce camp de routiers, des mercenaires, hein, furent donc pour le jeune fuyard cette très belle vie que chantaient les trouvères. Persuadé d'avoir trouvé une communauté dans laquelle il prendrait souche et donnerait naissance à une lignée, Guilhem avait hâte de faire des prouesses, de quérir des aventures et de gagner de l'honneur pour son seigneur. L'avenir s'annonçait aussi radieux que ce printemps de l'an de grâce 1188. Il se trompait lourdement. Voilà, donc après il y a plein d'aventures. Donc on va passer à l'autre ouvrage. Celui-ci, alors ça c'est Férir ou périr. Alors il faut se battre, on meurt. Hein. Il nous décrit à la page 11 Paris. Donc ça m'a semblé intéressant, hein, de lire cette partie. Alors, mai 1193. Alors, ça a progressé, hein, on est plus loin, plus tard. De la fenêtre ouverte, le jeune moine surveillait attentivement la rue de la Barillière-Rie, son prolongement vers le Grand Châtelet, la rue Saint-Barthélemy, passage principal entre les deux ponts de Paris sur la Seine. Ces voies étaient sans cesse encombrées par des charrois, des charrettes brinque-ballantes et de toutes sortes d'animaux, mules, chevaux, ânes, chiens, cochons, moutons, qui braillaient, hennissaient, bêlaient, couinaient, aboyaient, mugissaient, à qui mieux. Ce tumulte infernal était encore accru par les sollicitations des marchands, des clameurs, des colporteurs, des déclamations de crieurs de vin, des chansons des jongleurs et le tapage menaçant des querelles, le tintamarre des cloches carillonnant à chaque heure canonique ponctuait le vacarme. Le moine ne prêtait pourtant aucune attention à cette cacophonie. Il restait soucieux. Nonne, entre 11 et 12 heures, venait de sonner à plusieurs clochers de la cité. Il se demandait si Clérambault de Noyer
allait se rendre aujourd'hui au palais. Depuis 2 jours, le roi Philippe y recevait ses barons avant de préparer avec les plénipotentiaires du roi de Danemark les conditions de ses noces. Clérambault de Noyer était présent la veille et l'avant-veille. Il reviendrait forcément aujourd'hui, le moine voulait le croire. Le roi de France avait besoin de ses conseils. Clérambault n'était-il pas un de ses amis les plus chers à son cœur depuis qu'il lui avait sauvé la vie à Saint-Jean d'Acre? Voilà, alors, page 121, Saint-Amand, page 121, c'est ça. Alors, dimanche 4 juillet 1193, ils partirent tôt pour assister à la messe à l'abbaye de Saint-Germain. Guilhem n'éprouvait aucun besoin d'assister à l'office divin, mais ce n'était pas le cas de Gilbert, qui attendait toujours des réponses du Seigneur Dieu. Certes, pour entendre la divine parole, il aurait pu se rendre à la chapelle proche du riche laboureur, fréquenté d'ailleurs par Jeanne de Thury et les gens de l'hôtellerie. Mais Guilhem était curieux de connaître cet abbaye réputé et espérait rencontrer quelques hommes d'armes pouvant le renseigner sur la façon d'entrer au service du roi. Basilic et Meaux les accompagnèrent. Les 2 jongleurs savaient qu'ils ne pouvaient présenter un spectacle de l'enclos de l'abbaye. Les saltimbanques et autres farceurs étaient considérés par l'Église comme des suppôts du diable et des ministres de Satan. Pierre de Chantres, prélat élu évêque de Paris, lui-même ne les avait-il pas qualifiés d'espèces monstrueuses qui ne réparaient ses vices par aucune vertu. Mais cette règle n'était guère respectée. Bien des évêques et des abbés acceptaient volontiers les divertissements s'ils honoraient la religion. Après l'office, sous le porche des églises, musiciens et chanteurs de rondeaux étaient les bienvenus, tant qu'ils ne se livraient pas à des facéties et des bouffonneries. Étant à Paris depuis longtemps, Basilic et Meaux savaient qu'on tolérait leur spectacle devant la porte fortifiée de l'abbaye, à quelques pas du pilori, et parfois même sur le champ de foire attenant. Nombreux étaient d'ailleurs les moines qui venaient y assister. Voilà. Ensuite, page 400, cul de Basse-Fosse. Voilà, c'est pour évoquer l'ambiance générale de ces petits livres. Enfin, petit, pas si petit que ça d'ailleurs, hein, parce que là, il fait 500 pages. Hein. C'est bien décrit, c'est agréable, c'est très distrayant. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je suis un grand fan de Jean Daillon et de Guillaume Dussel. Dans l'après-midi, ils arrivèrent en vue d'une imposante palissade de pieux entourée d'un fossé. Ayant passé un pont dormant, ils pénétrèrent dans un bourg de maisons de bois serré autour d'une église. L'église de Saint-Gervais, toujours visible. De pierre aux murs latéraux à 2 niveaux d'arcature. Culture et vergers florissants s'étendaient le long du chemin. La troupe continua jusqu'à une seconde enceinte pour partir en bois et pour partir en pierre, d'où se détachaient plus loin plusieurs tours rondes. Cette enceinte, elle aussi entourée d'un fossé, se franchissait par un autre pont gisant et une porte ogivale. Ils entrèrent alors dans un basse-cour où se dressaient granges et établis. Au-delà, c'était le château, avec ses hautes enceintes défendues par une poignée de tours et entourées de larges douves emplies d'eau. La courtine était surmontée d'un our couvert. Pas de donjon apparent, sinon une tour carrée dans une enceinte pouvant servir de refuge en cas d'attaque. Le pont basculant débouchant sur une porte flanquée de tours circulaires. Tandis qu'il s'approchait, bannière déployée, Guilhem entendit les chiens aboyer, ayant senti le retour du maître, puis ce fut le grincement de la herse qu'on levait. Il ne serait pas facile à Gilbert et ses compagnons d'arriver jusqu'ici, s'inquiéta Guilhem. Ensuite se trouvait une cour dont la principale construction était un manoir à pans de bois appuyé sur le mur d'enceinte.
peu d'hommes d'armes, mais Guilhem ne voyait pas la totalité des Hours. Des valets, des servantes, tous rassemblés près du puits pour recevoir leur seigneur. Plusieurs femmes épouses, sœurs ou mères de Courcy, et de ces hommes d'armes. Il n'eut pas l'occasion d'en deviner plus. Un sergent et 2 gardes conduisirent sa monture à une tour d'angle. Une échelle permettait d'accéder à la porte. On détacha les ventrières qui lui retenaient les jambes et on lui fit mettre pied à terre. Ses mains étaient toujours dans les fers. « Monte, j'ai soif, tu auras de l'eau plus tard. » Il grimpa l'échelle, les jambes engourdies. En haut, une salle ronde vide, de faible largeur. Une autre échelle menait au niveau supérieur et aux ours. Au milieu de la pièce, une trappe avec une corde qui pendait d'une poutre du plafond. L'un des hommes, l'ayant accompagné, ouvrit la trappe, attrape la corde et descend. Il obtempéra et se laissa glisser dans le noir. En bas, il lâcha le filin qui remonta. On ferma la trappe. Il se retourna dans le noir. « Qui es-tu » demanda une voix caverneuse. Voilà. Donc il est dans un cul de basse-fosse, quoi. Donc, alors je vais voir s'il y a la liste des romans, mais non, toujours pas. Si, enfin, il y a une petite liste. Donc il y a ces 2 ouvrages-là. Ensuite, il y a Marseille 1198, Paris 1199, Londres 1200, Montségur 1201, Rome 1202, Rome 202. Ensuite, il y a donc Rouen 1203, Béziers 1209. Alors si je me retourne, où ils sont donc il y a Warburg 1210 et puis il y avait Cordoue 1211. Voilà. J'imagine qu'il en a prévu d'autres. Donc tous ces livres sont très agréables à lire. Ça évoque très bien le Moyen-Âge, enfin la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. C'est très très agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.